nous sommes ravis de vous accueillir sur ce lieu virtuel d'entrevue qui se voulait une manière de rattrapage du Salon de la Revue qui, malheureusement, pour des raisons que vous connaissez, n'a pas pu avoir lieu. Vous nous pardonnerez peut-être quelques défauts techniques du côté d'entrevue, puisque nos invités, je crois, sont rodés à l'exercice. Comme c'est la deuxième fois que nous organisons ce type de rencontre, voilà, nous tâtonnons encore quelque peu, y compris cette introduction qui est un peu longue, vous m'en excuserez. Donc, nous sommes ravis ce soir d'accueillir la revue Incise, ou du moins d'entamer une discussion à partir de la revue Incise, dont Diane Scott est la créatrice et la principale animatrice. Vous la voyez sous cette belle couverture chamarrée. C'est une grande première car c'est une revue qui était concise, mais en tout cas d'une sobriété exemplaire. Voilà, ce numéro 1. Et à l'intérieur, cette revue faite à partir du théâtre est un centre de théâtre, pas seulement de théâtre, en tout cas va développer à partir des lieux. C'est le bureau. Bien des commentaires sur bien des sujets. J'entends quelqu'un qui pose. Coupez bien vos micros si vous n'êtes pas Diane Scott ou Sophie Rabault. Et donc, dans le prolongement de ce salon de la revue, qui était le 30e, qui aurait dû être le 30e, Diane a souhaité entamer une discussion avec Sophie Rabault à propos de l'interpolation. Je serais bien en peine de vous dire de quoi il s'agit. Aussi, je vais vous profiter pour leur laisser la parole donc à Sophie, qui est auteure, enseignante, chercheuse en littérature comparée, à Paris 3, s'il vous plaît, et Diane, qui sous de multiples casquettes. On va juste garder celle de revuiste et meneuse de revue. Et d'ailleurs, je lui laisse le micro et la parole. Bonsoir. Merci beaucoup, Yannick. Et merci beaucoup à Entrevue de nous accueillir, d'accueillir Revue Incise. C'est une invitation que vous nous avez faite et qui nous touche beaucoup parce que Entrevue est liée à la naissance de Revue Incise depuis le début, avant même que le premier numéro ne paraisse, donc que j'ai montré tout à l'heure, effectivement, dans son blanc écru un peu immaculé. On avait entamé une discussion qui avait été très forte avec André Chabin et donc Entrevue est nouée, on peut dire, à Revue Incise depuis le début et le salon n'est pas étranger d'ailleurs à la rencontre que j'ai faite avec Sophie Rabault parce que j'ai le souvenir que c'est au salon qu'on a commencé à échanger autour de nos stands voisins, l'une à Vacarme et l'autre à Revue Incise. Alors effectivement, Revue Incise est née en 2014. Nous faisons un petit livre par an. C'est à la fois modeste et tout à fait exigeant. Et ça l'est d'autant plus que la seule chose que je dirais pour présenter Revue Incise, c'est que donc c'est une revue qui a cette particularité d'appartenir à ce peuple des écrits du théâtre. Revue Incise est éditée par le CDN de Gennevilliers, le théâtre de Gennevilliers. Elle est née avant, il y a eu quelques premiers numéros faits au Studio Théâtre de Vitry. Donc c'est une revue francilienne liée au théâtre public et c'est une longue tradition dans le théâtre public de produire des revues. Enfin, les théâtres publics sont depuis longtemps éditeurs et même on pourrait raccrocher cette tradition en fait d'une sorte de sidecar de l'écrit pour le théâtre, même bien avant ce moment de la décentralisation dramatique. La seule différence par rapport à ce qui se publie aujourd'hui dans les CDN, les théâtres nationaux, pour nous, c'est que nous ne sommes pas une revue de théâtre. C'est comme si, vous voyez, à Revue Incise, on avait pris au pied de la lettre le fait que cette espèce de vieil énoncé classique que la scène, c'est le monde. Et donc, Revue Incise, c'est une revue de pensée critique généraliste et de littérature. Et c'est au titre d'ailleurs de ce double champ
qu'on a la chance d'avoir un article de Sophie Rabault dans le numéro 7, qui est donc le dernier paru, où vous trouverez des tas de choses. Entre autres caractéristiques, on n'a pas de thématique. Alors, je pense que c'est un moyen aussi d'introduire la discussion sur l'interpolation avec Sophie, parce qu'il n'y a pas d'axe fort, il y a que des petits textes forts en eux-mêmes et un grand axe faible, ou en tout cas, il n'y a pas de thématique qui subsumerait comme ça chaque numéro. Chaque numéro est un petit patchwork de fragments très disparates qui sont reliés les uns les autres avec des points plus ou moins visibles, plus ou moins sensibles. Donc dans ce dernier numéro, vous avez des sonnets inédits en français de Benjamin, un très beau texte de Catherine Malabou, qui n'est pas sans écho avec les questions de l'enfermement. Et bon, c'est un numéro qui est né dans le confinement, comme vous vous en doutez. Et il y a ce texte de Sophie, donc Yannick, que vous avez présenté. Moi, Sophie, je l'ai rencontrée d'abord comme auteure dans la revue Vacarme, et ça me fait très plaisir de citer Vacarme, qui est une revue où j'ai écrit beaucoup moins que Sophie, mais qui est une revue déterminante dans l'histoire des revues, et pour la séquence notamment des années 90 à 2010. Et j'ai été très, très séduite par les textes de Sophie Rabault, par il y a quelque chose dans l'allant de l'écriture, au-delà même des qualités d'humour, il y a quelque chose d'une forme d'iconoclasme extrêmement élégant qui m'a tout de suite arrêtée et qui fait que voilà, aujourd'hui on a la chance d'avoir ce texte dans le dernier numéro, et le rendez-vous est donc au croisement et du numéro 7 et de la parution de ce livre, L'art d'assaisonner les textes, qui est le 8e livre de Sophie Rabault. Je vais juste montrer les 2 précédents, celui-là si tu me permets Sophie, celui-ci, Carmen pour changer, qui est tout à fait branché sur le thème de l'article que nous avons accueilli, et puis B comme Homer, qui est le premier livre que j'ai lu de Sophie. Donc vous voyez qu'avant d'assaisonner les textes, Sophie a un art particulier pour assaisonner les titres. Et c'est Pierre Zaoui d'ailleurs qui m'avait indiqué B comme Homer en m'en vantant les vertus. Pierre Zaoui qui fait le joint donc avec Vacarme également. Alors, entrons dans le vif du sujet, parce que Yannick a dit qu'il faisait une longue intro, mais à côté de la mienne, c'est rien. Alors, le texte de Sophie, son livre s'appelle L'art d'assaisonner les textes et porte comme sous-titre Théorie et pratique de l'interpolation. Alors, avant même d'entrer dans le sujet, je voudrais juste dire que nous sommes quelques-uns dans cette salle virtuelle, que si Yannick et Hugo Pradel en sont d'accord, et si Sophie, bien sûr, avant toute chose, tu en es d'accord, je pourrais d'emblée dire que ceux qui veulent intervenir pour poser des questions, dire quelque chose, sont évidemment les bienvenus. Il y a parmi nous ton éditeur, Sophie. Alors, on s'est dit qu'on se tutoyait pour cette émission, puisqu'on se tutoie dans la vie. Donc, Anna Carcis est évidemment autour de la table et à pied d'égalité avec nous pour intervenir et interpoler, puisque ça va être le maître mot ou la non-maîtresse mot de notre rencontre. Alors, Sophie, je vais te passer tout de suite la parole. Ces 3 textes, ces 3 livres que j'ai montrés, qui sont les 3 derniers des 8 que tu as déjà écrits, travaille autour de cette notion d'interpolation. Je voulais d'emblée te poser une question pour que pour entrer avec toi dans cette notion, dans cette pratique. Avant même que tu nous racontes ce que toi tu en fais et ce à quoi ça vient répondre, est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qu'un interpolateur est pour l'histoire littéraire? Bonsoir. Et donc, je recommence à dire merci à Entrevue et à Incise pour leur hospitalité qui est très agréable. Alors, je ne vais sûrement pas dire ce qu'est un interpolateur pour l'histoire littéraire, parce qu'il y a des gens bien mieux placés que moi pour le faire. Je vais plutôt dire comment j'ai rencontré l'interpolation et les interpolateurs. Parce que je me suis dit, comme ça, vous referez le parcours avec moi.
Alors, je vais vous dire comment. En fait, pour mon malheur, j'ai étudié ce qui s'appelle les lettres classiques, c'est-à-dire qu'il fut un temps, heureusement révolu, où je devais traduire du grec et du latin. Et voilà, c'était mon travail. Et parfois, dans les textes, je tombais sur de drôles de passages. Je vais vous en montrer un, ça sera plus simple. Hop, alors vous allez voir par le miracle de la technique ce que nous allons réussir peut-être à faire, ou peut-être pas, évidemment, parce qu'il y a toujours un suspense quand il y a un miracle de la technique. On va faire ça d'abord. Hop. Voilà. Donc, normalement, vous n'avez pas été piraté par Homère, ne vous inquiétez pas. C'est juste un extrait de l'Odyssée, du chant 11 en l'occurrence, et vous voyez qu'on a un phénomène bizarre, hein, on a le vers 59, et puis ensuite on a le vers suivant, et il a le petit numéro 61. Donc, moi, je commençais mes études, et je me disais, mais c'est bizarre, il est passé où ce vers 60 Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de vers 60 Et puis, parfois, alors je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais peut-être, il faut y croire. Non, bien sûr, bon, ce n'est pas très grave. Afficher toutes les fenêtres, peut-être que je vais y arriver. Ou pas. Bon, c'est pas grave. Je vais vous raconter tout simplement. Il m'arrivait aussi, alors cette fois en lisant un texte grec, j'essayais de traduire. Tout à coup, j'arrivais à un passage qui avait l'air tout à fait bien, hein, tout à fait respectable, et aussi difficile et aussi incompréhensible que la suite et ce qui précédait. Mais ce passage, il était entouré de crochets droits. Et je me disais, mais bon, alors bien sûr, je demandais, hein, je disais, mais c'est quoi ça? Faut le traduire, faut le lire? Oui, enfin non, enfin oui, enfin c'est une interpolation. Ah, et c'est quoi? Que se passe-t-il? Eh bien, c'est une interpolation. Et donc, eh ben, c'est pas d'Homère. Enfin, peut-être pas. Enfin, peut-être que si. Enfin, c'est sans doute un interpolateur qui a mis ça. Alors, commencer à comprendre que voilà, une interpolation, c'était quand un passage manifestement avait été jugé, comme on dit, non authentique, inauthentique, c'est-à-dire qu'on considérait que c'était quelqu'un qui avait rajouté ça. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas ce vers 60, entre 59 et 61, parce que comme ça avait été rajouté par quelqu'un qui n'était censé ne pas être l'auteur, eh bien, on ne traduisait pas. Et alors, j'ai trouvé ça tout de suite formidable. J'ai dit, vous voulez dire qu'il y a quelqu'un qui a rajouté des passages dans le texte d'Homère, ou des vers, ou des mots, etc. Oui, 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 me disait-on. Et qui c'est? C'est l'interpolateur. Oui, j'avais compris, mais à part ça, c'est l'interpolateur. Et on m'en disait jamais plus. Alors, moi, j'étais d'une curiosité folle. Je me disais, mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un pour rajouter quelque chose dans le texte de quelqu'un d'autre? Et puis, je trouvais ça absolument génial. Et donc, je me suis intéressée à ça, essayant de trouver qui étaient ces interpolateurs, ou tristes d'ailleurs, parce que je ne savais rien. Et là, j'ai commencé à trouver de haut. C'est-à-dire que je me suis aperçue de deux choses. La première chose, c'est que, je parle sous le contrôle de Laurent Calvier, en gros, on va dire, je suis de bonne humeur, dans 98% des cas, quand un spécialiste disait qu'il y avait une interpolation, c'était juste une hypothèse de sa part. C'est-à-dire que c'était une hypothèse invérifiable. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous donner un exemple frappant, hein, il dit « Ah oui, non, mais là, c'est drôle. C'est beaucoup trop drôle. Homère n'est pas un comique. Donc, moi, je n'arrive pas à lire Homère avec ça. Donc, je pense que c'est une interpolation, par exemple. » Donc, c'était en gros un savant qui avait une difficulté de lecture, qui faisait l'hypothèse invérifiable que quelqu'un avait rajouté quelque chose. Ok, je disais, mais c'est bien comme hypothèse, c'est rigolo. Sauf qu'une fois qu'ils avaient inventé cet interpolateur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Deux choses. Premièrement, ils supprimaient son œuvre, hein, ils supprimaient l'œuvre qu'ils venaient de lui attribuer. Vous avez vu la traduction, il y avait un vers en moins. Et deuxièmement,
ils étaient d'une absence de curiosité sur les interpolateurs absolument scandaleuse, de mon point de vue tout au moins. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune curiosité, ils ne pouvaient rien dire, voilà. Et donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire deux choses. Je vais essayer d'inventer moi aussi des interpolateurs, mais à ma manière. Et quand je les inventerai, eh bien, je ne détruirai pas leur œuvre, mais au contraire, je vais les aider à croître et se multiplier. Donc voilà comment j'en suis venue à m'intéresser aux interpolateurs. Dernière remarque qui peut expliquer cette fois plus ma démarche générale. Je m'y suis intéressée, mais vous voyez que j'ai fait une petite opération quand même magique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'interpolation, c'était une sorte d'instrument de lecture qui permettait de lire des textes du passé. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que pouvaient faire les interpolateurs dans le futur. C'est-à-dire que d'un truc qui servait à lire les textes passés, j'ai voulu faire une perspective d'écriture au futur. Et si je dois définir ce qui fait peut-être l'unité entre ces trois livres, ben c'est ça. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste à écrire et pas comment lire ce qui a été écrit. Voilà. Mais j'ai cru voir que tu levais le doigt. Oui, c'est parce que du coup, je voulais te demander, pas pour s'attarder trop longtemps sur cette pratique donc ancienne, a priori savante, donc d'incrustation dans des textes. C'était pour te demander quelle était la fonction en fait de ces interpolations et pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est toute une histoire, ça ne s'est pas tout le temps appelé comme ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'interpolare est un verbe un peu bizarre, qui signifie maquiller, qui a un sens un peu plus vaste d'ailleurs dans son emploi en latin, c'est maquiller, fausser, etc. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est aussi un des attributs du diable chez Tertullien. Diabolus interpolator. Donc, voilà. Donc, on a spécialisé un verbe qui avait un sens un peu plus général pour dire ça. Et ton autre question, c'était quoi? C'était du coup la fonction. La fonction, c'est que ça aide à lire. C'est-à-dire que j'imagine que beaucoup de gens ici ont déjà eu, je sais pas, à traduire des textes ou à lire des textes. Puis parfois, il y a des passages qu'on n'arrive vraiment pas à comprendre. Et imaginez que vous ayez le moyen de supprimer le passage que vous ne pouvez pas comprendre. Ou imaginez que vous adoriez un roman, mais qu'il y a un chapitre que vous détestez. Eh ben, les savants qui éditent les textes écrits avant l'imprimerie, ils ont cette hypothèse dans leur palette et ils peuvent dégainer dans leur arsenal. Plutôt, je devrais dire, ils peuvent dégainer l'interpolation et dire, ben ça, non. Ça, c'est pas lisible pour moi, ça me pose un problème de lecture, et donc je dis que c'est une interpolation. Voilà, c'est fondamentalement, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse dans l'interpolation. Donc, c'est une hypothèse qui est un instrument de lecture, mais un instrument absolument extraordinaire, qui permet de se débarrasser, plus ou moins, en tout cas de mettre entre crochets, de marquer, de stigmatiser un passage, un mot, etc., qui ne va pas. Qui ne va pas. Par exemple, tu parlais de centre qui ne va pas parce qu'il ne ressemble pas au reste. Quand on a une idée d'un auteur, on dit c'est ovidien, c'est shakespearien, c'est euripidéen, etc. Et on a l'idée qu'un auteur, ça devrait écrire toujours comme d'une seule manière, parce que ça aide à lire, c'est commode. Quand un auteur fait tout le temps pareil, ben on dit ah ben il fait comme d'habitude. Et on est donc soi-même très cohérent comme lecteur. Mais si on a un passage qui ne ressemble pas, qui n'est pas comme d'habitude, ça bloque. La lecture bloque, la machine à lire bloque. On ne sait plus où on est. Il y a quelque chose qui est décentré. Et donc, au lieu de penser à lire autrement, ce qu'on pourrait faire, on dit c'est sans doute une interpolation. Voilà, ça sert à ça, ça sert à lire. Alors, cet acte qui consiste à nommer l'interpolation, finalement, c'est lui-même un acte d'interpolation, n'est-ce pas? Alors non, pas tout de suite. Non, parce que ce que va faire, alors l'interpolation, c'est un sens pour moi très précis, qui est ajouter quelque chose dans un texte. Okay? Donc, si on enlève quelque chose, on n'ajoute pas quelque chose. Donc, a priori, ce n'est pas un acte d'interpolation. C'est pour ça que c'est précis.
En revanche, il peut arriver que ces savants qui éditent les textes, à d'autres endroits eux-mêmes, pensent pour combler ce qu'ils, par exemple, ils ont l'impression ou ils constatent que quelque chose manque, et eux-mêmes vont ajouter quelque chose pour nous aider pour aider la lecture du texte. Mais là, ils ne vont pas le mettre avec des crochets droits, ils vont le mettre avec des crochets obliques d'habitude. Et ce faisant, bien sûr, ils deviennent des interpolateurs, parce qu'ils ont aussi cette possibilité, beaucoup plus que maintenant. On a, disons, des textes un petit peu plus fixes. Ils ont cette possibilité, et bien sûr, de rajouter quelque chose. Et l'interpolation, dans ce cas-là, c'est un geste, évidemment, dans tous les cas d'ailleurs. Pour interpoler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire. C'est-à-dire que c'est un geste de lecteur, bien sûr. Donc, voilà. Mais dire qu'il y a une interpolation, c'est pas interpoler. C'est plutôt scratcher un passage. Donc, ce que tu nous dis, c'est que il y a eu un moment dans l'histoire de la lecture et dans l'histoire de l'édition finalement, de l'édition notamment savante, qui était solidaire d'une pratique de l'interpolation qui consistait donc à ajouter des choses à des fins, disons, d'intelligibilité du texte, et que toi et le peuple des interpolateurs, vous actualisez finalement cette pratique, non pas à des fins philologiques, mais dans une perspective de création littéraire, c'est ça? Oui, c'est ça, notamment de création littéraire, d'action politique, parce qu'une fois qu'on commence à s'intéresser à cette possibilité d'intervenir dans un texte, à cette idée, on s'aperçoit qu'il y a plein de possibilités qu'on n'avait pas envisagées. Et c'est ça que j'adore. C'est-à-dire que, en gros, les savants, ils disent, quand ils essaient malgré tout d'expliquer, ils disent, oui, par exemple, c'est un chrétien qui voulait rajouter, un hérétique qui voulait ajouter un peu de son hérésie dans le texte, ou alors il a voulu mieux expliquer le texte. Mais quand on y pense, il y a plein d'autres possibilités, même des possibilités auxquelles on ne pense pas du tout, mais très importantes, qui est le message personnel. Pourquoi je n'interpolerai pas dans un texte quelque chose que je veux dire à quelqu'un et que je n'ose pas, en me cachant, tout en ne me cachant pas, etc. C'est-à-dire, on en reparlera, mais il y a énormément de manières d'interpoler, en tout cas dans ma conception, qui est qu'on peut envisager tous les cas de figure possibles. C'est-à-dire que déjà, avant d'en faire une pratique d'écriture, ce que tu viens de dire, c'est que c'est une pratique de lecture, c'est ça? C'est pas séparable. C'est-à-dire que c'est un lecteur qui écrit sa lecture dans le texte. Mais pourquoi tu dis que c'est pas séparable? Parce que pour interpoler un texte, il faut l'avoir lu. Certes, mais pour lire un texte n'est pas forcément l'interpoler, en revanche. Non. Bon, si tu me demandes vraiment ce que je pense, je te dirais oui. Mais alors, dis-le. Non, vas-y, au contraire. C'est l'interpoler très vraisemblablement mentalement, même si ça n'apparaît pas. Parce que c'est ton... Je pense que, mais pour le coup, j'ai pas d'argument à apporter, j'ai pas fait d'études, je ne suis pas dans le cerveau de tous les lecteurs. Mais je pense qu'il est très difficile de lire un texte ou de l'apprendre par cœur sans y ajouter quelque chose, au moins mentalement, ne serait-ce que ses pensées parasites, tout ce à quoi on pense et pendant qu'on lit et qui n'a rien à voir avec le texte. Donc, si on avait une machine capable de transcrire très exactement tout ce qu'il y a dans le cerveau d'un lecteur qui lit, au moment où il lit, il est bien évident qu'on ne trouverait pas que le texte lu. On trouverait « Ah, c'est joli ça, il ne faut pas que j'oublie d'acheter le pain. Ça me fait penser à ma grand-mère. Tiens, il faudra que je le dise à truc parce que ça, c'est bien ça. » Et puis, le goût du texte aussi. Il y en a un qui a bien fait ça, c'est Joyce, quand il transcrit des lectures. Et c'est génial parce qu'il transcrit des lectures et au milieu des lectures, dans le monologue intérieur, il y a ces pensées autres. J'ai dit parasites, elles ne sont pas parasites, elles sont autres. Et donc, voilà. Après, évidemment, tout le monde n'a pas les moyens d'interpoler un texte pour plusieurs raisons. La première étant qu'on vit malencontreusement dans une culture où les livres existent en plusieurs exemplaires. Et donc, si vous ajoutez quelque chose dans votre exemplaire,
déjà, ça sera un peu dur, sauf s'il est sur écran et encore, blabla, que ça apparaisse. Et puis, ça sera que votre exemplaire. Et moi, ce que j'ai fait dans ce livre, je le dis parce que comme c'est à la fin et que je ne suis pas sûre que les lecteurs arrivent jusqu'au bout, j'aimerais attirer l'attention sur cet élément très important. Voilà, c'est donc, mais aller directement à la fin, le plus important, c'est un appel à projet qui a été rédigé par les interpolateurs et en 2 langues, hein, traduit de l'anglais notamment, par l'interpolateur de John Milton qui s'y est collé. Et en fait, c'est un appel à projet pour un livre magique. Un livre magique qui est magique, donc je ne peux pas vous dire comment ça fonctionnerait, mais qui se chargerait de tout ce que le lecteur veut y ajouter, tout en restant quand même ce livre-là. Voilà, c'est-à-dire pas un autre livre. Et bon, ça c'est une question un peu technique, bon, parce qu'il y a une question d'identité du texte. Mais en tout cas, voilà. Donc, si quelqu'un a un moyen, ça m'intéresse. J'ai quand même un cahier des charges assez lourd. Donc, ne me lancez pas dans des propositions sans avoir lu l'appel à projet, qui est bien sûr financé par une série d'institutions mondiales et européennes intéressées au projet, mais qui pour l'instant n'a pas eu un grand succès. Donc voilà, j'attire, on peut peut-être dire la page même, parce que ça peut peut-être encourager non seulement des financements pour nous aider, et puis également, voilà, c'est page 525, vous voyez, donc vous pouvez commencer le livre à la page 525. Et vous pour soutenir la validité de ton projet et puis attirer donc toutes ces institutions prestigieuses autour du berceau de ce livre magique, est-ce que je voudrais poser une question justement sur cette pratique de l'interpolation et de cette lecture. Je peux te décliner ma question de plusieurs manières. Est-ce que tu pourrais dire que interpoler, c'est produire une lecture critique? C'est-à-dire, je voudrais, tu sais, dans nos discussions préalables, on a un peu échangé autour de cette notion de critique. Qu'est-ce que tu en fais, toi? Comment tu l'articules avec cette idée d'interpolation, cette pratique? Et une autre manière de te formuler cette question, c'est-à-dire de recadrer ou de cadrer par rapport à une question plus large. C'est-à-dire que tu as raconté tout à l'heure comment dans tes études de lettres classiques, tu étais tombé donc sur ces morceaux d'interpolation, ces vers manquants. Et est-ce que tu peux nous dire, d'une part, toi, en quoi ça t'a à ce point interpellé? Qu'est-ce que tu vois, quel est ton enjeu là-dedans? Et plus largement, à quoi est-ce que, si jamais c'était le cas, est-ce que cette pratique de l'interpolation, cette pratique d'une lecture dont on commence à avoir un petit peu des idées avec les exemples que tu donnes, en quoi cette pratique de la lecture et de l'écriture qui est liée vient répondre à un problème dans le rapport au texte, disons actuel, ou à quel problème lié à la lecture ça viendrait répondre? Ok. Alors, en fait, les 3 questions sont très liées. Je me demande même si je ne vais pas y répondre. Je ne vais pas répondre à tout à la fois. Oui, d'un seul jet, merci. Alors, la critique. Bon, on va dire que la critique, c'est une lecture qui est faite par quelqu'un qui a une compétence de lecteur. Si ça te va de le définir comme ça, ce qui nous permet de faire pour l'instant l'impasse sur l'opposition entre critique de goût, critique journalistique ou critique plus universitaire ou dite scientifique. Alors, quand je lis avec une compétence de lecteur, je peux le faire dans 2 directions, pour 2 raisons. Je lis pour lire. Je lis pour la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je lis pour permettre au texte d'être lu, pour que d'autres lecteurs puissent le lire mieux, différemment, etc. Donc, je suis un super lecteur qui considère, et ça nous ramène à l'autorité du texte, que ce texte a assez de prestige et d'autorité pour être lu par d'autres, et qu'il est nécessaire que moi, super lecteur, je contribue à la lecture de ce texte. En ce sens, et ça nous ramène à ta 3e question, je considère que le texte a une autorité,
qu'il a une certaine sacralité. Et je dis ça parce que des super lecteurs, les trois religions du livre en ont. Un moufti dans la religion musulmane, ça veut dire un interprète. Son boulot, c'est ça, c'est de lire pour que le texte soit lu parce que le texte est important. Okay. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, je peux lire, pas pour la lecture, mais pour l'écriture. C'est-à-dire que je lis en me demandant ce que je pourrais écrire à partir de ma lecture. Je lis donc non pas en me mettant à la place d'un autre lecteur, mais en me mettant à la place de l'auteur, en me disant comment moi j'aurais fait. Si j'avais été l'auteur, comment j'aurais fait. C'est dans ce cas-là, évidemment, le texte peut certes avoir une certaine autorité, mais je ne considère pas du tout qu'il est intouchable et qu'il doit être transmis en l'état. Bien au contraire, je le considère comme quelque chose d'instable, que moi, lecteur-auteur, j'aurais peut-être fait autrement. Cette manière de lire, elle a énormément existé jusque dans ce qu'on appelle l'époque classique, jusqu'au XVIIIe siècle. On lisait comme ça. Et puis on l'a un petit peu oublié parce qu'on est, grosso modo, je dessine à grands traits, dans une culture où on respecte le texte, qu'il soit littéraire ou pas d'ailleurs. Et donc on n'y touche pas. Moi j'enseigne à la fac, les étudiants généralement ne commencent pas une explication de texte en disant cet incipit de Madame Bovary n'est pas mal, mais Flaubert aurait pu faire autrement et ça aurait été sûrement mieux. Or, cette manière de lire était courante au XVIIe, XVIIIe siècle et dans l'Antiquité. Si vous prenez la fameuse querelle du Cid, ce qui est très drôle dans la querelle du Cid, où on s'écharpe pour savoir si le Cid doit être défendu ou pas, c'est que ceux qui attaquent le Cid disent comment Corneille aurait dû faire, puisque là tout va bien, mais ceux qui défendent le Cid disent aussi qu'il aurait pu faire autrement. Et nous, on aurait fait comme ça aurait été encore mieux, mais c'est déjà très bien comme ça. Et donc, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, dans ces deux directions? C'est la deuxième. C'est-à-dire que tu me demandais si tu m'interpellais. Moi, j'aime lire en pensant à écrire. Pas forcément pour finir par écrire, mais j'aime lire, c'est une phrase de Barthes que j'aime beaucoup, comme si j'allais écrire. C'est-à-dire que l'horizon régulateur de ma lecture, c'est une écriture. Et je suis dans cette puissance de l'écriture. Et c'est ça qui me plaît quand je lis. De manière, et donc évidemment, j'ai au texte un rapport qui n'est pas je ne suis pas en train de l'adorer comme un objet intouchable. D'ailleurs, tous mes livres sont dans un état lamentable physiquement, c'est pas pour rien. C'est ma manière d'aimer les textes, c'est de les tâcher, d'en rajouter, etc. Alors, la dernière chose que je peux dire, c'est que, donc voilà, ça répond à tes questions. La dernière chose que je peux dire, au cas où ce serait ta prochaine question, c'est « Ah oui, mais quand même, c'est un peu iconoclaste de faire ça, quand même, le texte, mince, c'est ce qu'a voulu l'auteur, c'est pas bien, tout ça. » Et ce qu'il faut bien comprendre dans ma démarche, enfin moi, ce qui est important pour moi, c'est que personnellement, je joue au rugby. Ok. C'est pas parce que je joue au rugby que j'en veux aux gens qui jouent au football. C'est juste, je ne les attaque pas. Je trouve très bien qu'il y ait des lecteurs pour lire. C'est formidable. Et j'aime bien de temps en temps lire des gens qui m'aident à lire. C'est juste qu'il y a aussi autre chose qui est faisable. Et que cette autre chose, je pense que ça ne peut qu'enrichir nos modes de lecture. Et peut-être aussi nous aider à résister. Parce que quand il y a un objet sacré ou sacralisé, objet de trop de respect, je trouve personnellement, ça n'engage que moi, que c'est de bonne hygiène de s'entraîner à résister. Donc voilà. Et donc, bien sûr, l'interpolation, ce n'est pas du tout le seul moyen de lire pour écrire. Il y en a plein d'autres. C'est juste un exemple parmi d'autres. On pourra prendre d'autres exemples plus tard, etc., si ou pas. Mais par exemple, dans mon livre sur Carmen, je ne fais pas de l'interpolation. Je crois qu'il y a une question dans le dialogue. Ces deux approches de la lecture sont-elles incompatibles ou est-il possible… Oui, alors tu peux lire la question à voix haute ? Oui, tout à fait. Alors, ces deux approches de la lecture sont-elles incompatibles ou est-il possible de passer de l'une à l'autre, d'un texte à l'autre, voire sur le même texte ? Alors, oui, bien sûr. On peut faire les deux sur le même texte. La même personne peut le faire. Elles ne sont pas incompatibles,
sauf à vouloir les faire exactement simultanément, ce qui est un petit peu difficile. C'est-à-dire que c'est un peu difficile à la fois de dire le texte est tel qu'il est, il est parfait tel qu'il est, et il aurait pu être autrement. Mais c'est un peu comme si on demandait, c'est pour ça que je parlais de football et de rugby, est-ce que le football et le rugby sont incompatibles? Non, on peut jouer aux deux jeux. D'ailleurs, il y a des points communs. Il faut courir sur du gazon, c'est ça, hein, je crois, c'est comme ça qu'on joue. Il faut essayer de gagner, etc. Donc, il y a quelques petites choses communes. C'est pas incompatible, c'est juste différent. Voilà, c'est deux manières de faire. C'est tout. Alors, à mon tour, ça me conduit à te poser deux petites questions qui sont différentes cette fois, pas comme mes trois questions précédentes. Là, c'est deux questions distinctes. Je réagis à ce que tu viens de nous expliquer. Juste une question d'histoire littéraire. Donc, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça formidable que tu nous racontes que finalement, le respect du texte est une chose extrêmement récente. Et alors, Enfin, si tu devais donner des bribes, tu vois, j'imagine que c'est pas possible comme ça, de façon massive, enfin, et si rapidement. Mais enfin, si tu devais nous donner quelques pistes explicatives de cette disparition en fait d'une lecture un peu plus horizontale finalement dans le rapport au texte, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme Pourquoi ça a disparu? Bon, moi, je suis nulle en histoire, hein, donc je ne suis sans doute pas la meilleure personne. Et puis, je pense aussi qu'il faut se méfier des ruptures historiques. Je pense que, en fait, les deux paradigmes ont toujours coexisté. Là, je les oppose historiquement parce que c'est commode, mais les deux tendances ont toujours existé. Donc après, il y a un bad guy dans l'histoire, c'est peut-être Gustave Lançon qui a imposé l'explication de texte au début du XXe siècle à l'école, par exemple. Et aussi, il y a quelque chose de plus fondamental et plus intéressant, je trouve. Si on voit les débats à ce tournant du 19e, 20e, c'est le moment où l'enseignement se démocratise. Et parce qu'il se démocratise, eh ben, pour faire les choses comme elles sont dites, et elles ne sont pas très joliment dites, on ne va quand même pas apprendre au peuple à écrire, comme un artiste. C'est-à-dire que le peuple a besoin de savoir lire, éventuellement de savoir rédiger des choses bien factuelles et non artistiques, mais il n'a pas besoin de se mettre à la place de l'auteur. Donc, c'est une des choses qu'on observe. Et du coup, l'écriture artiste, c'est pas pour tout le monde. C'est bien sûr lié à une sacralisation globale de l'écrivain au XIXe siècle qui devient... Alors que ce qu'il y a de génial dans ce qu'on appelle la tradition rhétorique, c'est-à-dire cette tradition précisément où on lit pour apprendre à faire des discours et pour apprendre à écrire aussi, c'est qu'il n'y a pas de solution de continuité, il n'y a pas de rupture entre une écriture qui serait artiste et une écriture non artiste. On apprend Ovide, par exemple, le poète latin, il est avocat et il a appris la rhétorique parce qu'il aurait besoin d'apprendre à faire des discours. Mais il s'en sert aussi pour écrire des poèmes, pour écrire les amours, pour écrire les métamorphoses. Donc, il n'y a pas de rupture. C'est une sorte de chose continue qui fait que, du coup, des étudiants en lettres, tu me demandais pourquoi ça m'interpelle, toutes ces questions, ben, c'est aussi parce qu'en gros, moi, comme étudiante de lettres, on m'a appris à ne surtout pas écrire. Je caricature un peu, mais il y avait quelque chose comme ça. Il y avait une sorte de pudeur, de tabou. Ben, tu deviens écrivain, tant mieux pour toi, mais débrouille-toi. Et surtout, ne le dis pas. Fais-le éventuellement, fais-toi publier et après on verra. Mais sinon, dis-toi bien qu'il vaut mieux ne pas en parler. Et je l'observe aussi avec mes étudiants, hein, qui sont très pudiques, toujours par rapport à ça, ce qui n'est absolument pas le cas dans des facs de cinéma. Tout le monde fait des films dans des facs de cinéma et on étudie l'histoire du cinéma. En littérature, c'est plus compliqué. Et donc, c'est peut-être ça que j'aimerais retrouver, cette espèce de simplicité. Tu apprends à lire, et ben donc tu vas apprendre à écrire aussi. Tout va bien, c'est pas grave. Alors du coup,
pour continuer à affiner ce que tu entends et ce qu'on peut faire de cette idée d'interpolation, là tu nous dis, dans le meilleur des cas, du rapport au texte, dans le rapport le moins vertical, le moins complexé finalement, lire, c'est déjà un petit peu écrire. Donc, en tout cas, tu dis, voilà, il faudrait, quand on lit, s'autoriser à avoir la possibilité d'avoir dans sa tête… Ouais, je ne sais pas s'il faudrait, mais on pourrait. Voilà, on pourrait… enfin, si quand même, puisque… Non, j'aime, c'est de l'ordre de la préférence. Ce n'est pas du tout de l'ordre du prescriptif. D'accord. Moi, ce que font les gens, ça m'est égal. Mais c'est ce que je fais moi. C'est tout. Alors, du coup, est-ce que pour spécifier finalement ce qu'il en est de l'interpolation, tu pourrais nous en dire un peu plus, parce que on pourrait se dire que finalement, on n'écrit jamais que parce qu'effectivement, on a déjà lu. Enfin, tu vois, cette idée, c'est juste un cadrage, juste un peu plus général pour te donner la possibilité de faire saillir ce qu'il en est vraiment de spécifique sur l'interpolation. Est-ce que ça s'inscrit donc quand même dans cette idée générale que on écrit parce que on a déjà lu, mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'interpolation? Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, parce que dire qu'on écrit parce qu'on a lu, c'est encore se placer sous l'autorité du texte. C'est-à-dire, j'essaie de faire, non sans angoisse et en me sentant écrasée par ses grands ancêtres, aussi bien, etc. Ouais. Quand Heiner Müller reprend, par exemple, Anna Zegers, qui elle-même, tu vois, reprend Kleist… Oui, c'est tout à fait. Bon, tu vois, ils ne sont pas écrasés les autres. Alors, je vais répondre autrement pour que ça soit plus clair. Ce qu'ils font là, c'est de la réécriture. Okay. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de beaucoup plus proche de la lecture. C'est-à-dire, c'est ça, c'est quelque chose c'est ce que j'appelle une lire-écriture. C'est-à-dire que c'est une écriture qui devrait idéalement rester écriture de lecteur. Ce que j'essaie de penser, c'est une sorte doctorialité du lecteur. Non pas devenir un auteur après un autre auteur, mais être auteur en tant que je suis lecteur. Alors l'interpolation en est un bon exemple, c'est pas le seul, on pourra en prendre d'autres. Pourquoi? Parce que c'est un geste décentré de quelqu'un qui ne sera a priori et par définition pas jamais majoritaire dans le texte, qui sera donc ce point de vue oblique, qui peut être précisément ce qui définit l'acte de lecture. Je ne suis jamais, le lecteur est pour moi par définition minoritaire, parce que je ne suis jamais qu'une toute petite part de l'ensemble à quoi ça s'adresse. Et puis parce que je peux toujours être décalé par rapport au destinataire rêvé par le texte. Et donc, ce que je voudrais essayer de penser, c'est comment inscrire ce caractère minoritaire, oblique, décentré. Et c'est là qu'il y a véritablement lire-écriture. Dans le maintien, c'est un peu utopique ce que je dis, hein, bien sûr, mais non pas prendre la place de l'auteur, rester l'autre de l'auteur, mais que cet autre écrive. Donc c'est ça la grande différence par rapport à Heiner Müller qui devient Heiner Müller et qui est un peu on oublie un petit peu les versions antérieures en plus, avec une rivalité, ça c'est bien connu. Et ce que j'essaie fondamentalement de penser, ça serait plutôt ça. Comment, ce qui est une pensée bien sûr aussi politique, qui me préoccupe beaucoup, et c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, comment je peux avoir le pouvoir, enfin, plutôt lutter contre qui me domine, sans devenir quelqu'un d'aussi affreux que qui me domine. Comment je peux lutter contre le pouvoir sans prendre le pouvoir et devenir quelqu'un d'aussi peu intéressant. Et pour moi, la lecture, la lire-écriture, est une sorte d'entraînement à cela. C'est une sorte d'hygiène de vie, si je puis dire, où j'essaye de faire cela, ce qui est très difficile, en général d'ailleurs, hein, parce qu'on est dans des positions de pouvoir, mais justement, la position du lecteur
on peut rêver qu'elle ne soit pas dans cette position de pouvoir, à condition, évidemment, que le lecteur ne soit pas quelqu'un qui essaie de faire rejaillir sur lui le prestige de l'auteur, qui est pour moi davantage du côté de ce qui se passe quand on parle de lire pour lire. C'est-à-dire, je suis dépositaire de la parole de l'auteur, et donc je suis presque aussi bon que l'auteur, et je vais vous expliquer ce que l'auteur a voulu dire. J'ai l'impression que tu es un petit peu figé, Diane. Non, non, je t'écoute, c'est très intéressant. Ah, non, je n'ai pas l'image, c'est juste l'intention, d'accord. Donc voilà. Et je voudrais que le lecteur continue à écrire dans cette position d'oblicité. C'est ça que j'essaye de penser. On pourra parler peut-être des index rapidement, mais ça pourrait être ça aussi. Si quelqu'un veut poser une question, oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, du coup, maintenant que, merci, c'était très éclairant ta réponse sur ce lire-écrire, sur cette lire-écriture. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, en fait, de ce travail d'interpolation, justement en lien avec la question politique, enfin, parce que ça fait 2 fois que tu parles de ça. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur... Alors, oui, bien sûr. Je vais être embêtante, mais je vais essayer de prendre un exemple qui ne va pas être d'interpolation, parce que pour bien montrer que l'interpolation n'est qu'un aspect parmi tant d'autres. Je vais prendre un autre exemple, ce sur quoi je travaille à l'heure actuelle, et qui s'appelle creuser les textes. Alors, qu'est-ce que c'est creuser un texte? C'est dire, dans ce texte-là, il manque quelque chose. C'est un peu le contraire, si vous voulez. Et par rapport à quoi manque-t-il quelque chose? Eh bien, par rapport à un autre texte que je connais et qui peut être postérieur à ce texte, et qui, si je le mets en rapport avec le texte que je lis, tout à coup, fait apparaître un manque. Je prends un exemple plus concret. J'ai lu, comme beaucoup, King Kong Theory de Virginie Despentes, et notamment le récit d'un viol qu'elle fait. Dans ce récit, elle dit, ce qui est bien connu maintenant et qu'il est témoin à l'époque, elle explique que dans le viol, il y a une expérience de passivité extrême, de dépersonnalisation, d'indifférenciation, etc., qui fait qu'on ne se défend pas ou qu'on ne se défend plus, que la victime de viol ne se défend plus. Ça, c'est le texte complet. Si je prends ce texte complet, où j'ai en gros viol et passivité absolue, néantisation, etc., et que je le rapporte à d'autres textes que je connais dans la littérature, notamment Carmen, je m'aperçois que j'ai des néantisations, j'ai des personnages qui tout à coup deviennent strictement indifférents à tout, qui ne se défendent plus. Et c'est comme s'il manquait quelque chose, l'explication. Et à partir du texte de Despentes, je creuse un manque dans ce texte-là, et je dis, là, pour moi, il manque le récit du viol. Et on voit bien, quand je fais ça, que je ne suis pas du tout en train de dire « Ah, le texte était plus complet, il y avait une version plus complète du texte, j'ai perdu quelque chose ». Je fais le contraire. Je dis par rapport à ce que moi je lis maintenant, par rapport à ma mémoire à moi de lectrice, là, il manque quelque chose. Et ça peut aussi, je prends l'exemple de l'agression sexuelle ou du viol, parce que c'est assez frappant, il peut manquer plein d'autres choses dans un texte. Du coup, je peux m'entraîner à écouter ce qui n'est pas dit dans ce cas, grâce à ça, à cet exercice-là. Donc, ça serait un autre exemple. Et là, vous voyez, c'est pas du tout, il n'est pas question d'interpolation. C'est pas ça. Ça peut être aussi. En même temps, ça ressemble aux actes d'interpolation que tu décris au début de l'art d'assaisonner les textes. Dans un deuxième temps, si je rajoute, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de creuser davantage. Ou pour prendre encore un autre exemple, je peux aussi tout simplement ne pas être d'accord avec la manière dont se finit un texte, être choqué pour X raisons. Et là, fort heureusement, j'ai une autre technique qui est que généralement, un texte, si on regarde bien, nous donne, mais on n'a pas l'habitude de regarder ça, c'est dommage, nous donne plein d'autres pistes pour que ça se termine autrement. Il suffit de se baisser et de cueillir. Bien souvent, c'est là, ou si c'est pas là, c'est un petit peu là.
Par exemple, il y a un passage dans le Misanthrope où il dit à Célimène, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez complètement ruiné. Célimène, c'est sa maîtresse, hein, dont il est follement amoureux et qui est mondaine, donc ça ennuie beaucoup le pauvre Misanthrope. Il lui dit, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez complètement ruiné, que vous ayez plus du tout d'amis, que vous ayez 3 jambes cassées et la phtisie, et là, je serai votre seul sauveur. Et ben, génial, inventons ça. Allons-y, racontons-nous cette histoire. En plus, elle est déjà dans le texte. Voilà, déjà dans le texte. En tout cas, je la vois dans le texte. Je vais la chercher. Parce que qu'est-ce que je vais chercher? Comment je construis le texte? J'essaie pas de le construire selon la thématique dominante. J'essaie de la construire, bien au contraire, à partir de ce dont on ne sait pas quoi faire, ce qui reste, en quelque sorte. Et c'est ça que, un petit peu comme on irait chercher dans l'histoire, comme dirait beaucoup mieux que moi, infiniment mieux que moi, Walter Benjamin, ce qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas fait, mais dont il reste la cicatrice. Et c'est ça que je vais aller chercher. Donc là, ce n'est pas de l'interpolation, c'est autre chose, mais c'est une écriture aussi. Je crois qu'il y a une question dans le chat. Donc, je la regarde. Ah, s'il te plaît, oui, si tu veux bien. Est-ce que tu veux la lire? Je vais la lire, absolument. Je vais essayer de la lire sans l'interpeller. Bonjour. La discussion est passionnante. Merci, voilà, j'ai interpellé. Dans la lire-écriture telle que tu la conçois, le passage A, merci Romain pour ça, j'ai encore interpellé, est-il potentiel ou réalisé? On reste dans la lecture en tant qu'elle implique des interpolations mentales ou passe-t-on dans l'opérationnalisation? Ouais. Alors, merci beaucoup pour cette question que je me suis beaucoup posée. Je n'ai pas compris la question. Il demande si on passe à l'acte. C'est-à-dire, il demande… si on viole l'auteur à son tour? Non, il demande si j'ai bien compris, hein, il pourra intervenir si je n'ai pas bien compris, si cette puissance de l'écriture, enfin, cette écriture, elle reste en puissance, en gros. C'est-à-dire, je pourrais faire ça, ou si ça donne lieu à écriture. Et quel type d'écriture dans ce cas-là? Alors, je répondrai en 2 temps. Exactement, c'est formidable, j'avais compris ce qu'il voulait dire. Je répondrai en 2 temps. D'abord, je répondrai en parlant de mon expérience. Moi, j'ai commencé à comprendre que je pouvais écrire. Alors, je ne parle pas de lire-écrire, je parle d'écrire, en lisant et en m'abstenant d'écrire. Mais en lisant, en ayant comme perspective une écriture. Et je me souviens très bien de ce moment où je me suis dit, ah, mais je peux écrire. Un petit peu plus tard, j'ai lu Agamben qui dit un truc génial, qui dit la puissance de quelque chose ne s'exerce que dans l'abstention. C'est-à-dire que pour sentir, éprouver que je peux marcher, je ne dois pas marcher. Si je marche, je suis dans l'acte et dans la puissance en même temps. Alors je confonds, je dis je marche. Mais si je suis là, je suis assise en ce moment face à mon ordinateur et je sais que je pourrais me lever et marcher. Et ce que j'éprouve dans l'abstention de ce geste, de la marche, c'est que je peux marcher, rien d'autre. Or, comme je reste un peu persuadée, en tout cas c'est mon expérience, que nous vivons dans un temps où l'écriture est inhibée par la manière dont est enseignée la littérature, je pense que ce moment de l'abstention où on se dit « je peux écrire » est très important. Donc j'y tiens particulièrement et je crois que pour moi le modèle de cela, c'est la préparation du roman de Barthes, hein, que je citais tout à l'heure. Je vais faire comme si j'allais écrire un roman. Et qu'est-ce qui fait Barthes dans tout ce séminaire? Peut-être qu'il fait l'expérience d'une puissance d'écrire, justement, dans l'abstention d'une écriture. Alors d'habitude, on dit « ah mais non, parce qu'en fait, ce qu'il écrit, c'est qu'il veut écrire ». Ouais, bien sûr, donc il a écrit parce qu'il a écrit qu'il voulait écrire. Ouais, ok, mais je crois qu'il y a un truc plus fort. Cela dit, cela n'empêche pas, bien sûr, qu'on peut écrire sa lecture. Et pareil, dans ces livres, c'est un peu ce que je fais. Souvent, j'écris ma lecture. Pour aller vite, j'ai écrit ma lecture de Carmen, mes lectures de Carmen, etc. Et puis, peut-être qu'on peut penser à des formes qui seraient plus propres à cette oblique. L'interpolation en est une. L'interpolation, j'entends toujours. Il y a un problème avec ton micro tout d'un coup. Ah, c'est parce que je parle avec mes mains et j'ai donné un petit coup dans mon…
dans mon ordinateur. J'espère que je ne l'ai pas cassé. Je crois que ça va là, non? Là, regarde. Je crois, oui. Ouais. Je vais répondre à la question qui vient. Mais pour finir de répondre, donc voilà, l'interpolation qui est que je reste lecteur mais que j'écris quand même. Et que je reste sans vouloir être auteur, parce que l'interpolateur est toujours anonyme, il ne signe pas. Hein, ça, c'est quelque chose de très important. Éventuellement, ah oui, vous n'avez pas dit? Eh bien oui, c'est-à-dire qu'il y a 525 pages, c'est pas pour rien. C'est compliqué, l'interpolation. Donc oui, un interpolateur est, comme je le... Voilà, est dans 99% des cas anonyme. Donc, dans ce cas-là, il ne signe pas, donc il écrit bien, sans signer. Il fait un truc, parfois il laisse des petits signes, des petits clins d'œil. Alors moi j'appelle ça l'entre-signature, qui serait une signature de lecteur en quelque sorte. Ou alors, on parlait d'index tout à l'heure, et on a ça en commun avec Diane, qu'on aime bien faire des index. L'index, c'est une écriture de lecteur, c'est-à-dire c'est piocher dans le texte ce que j'y lis et en faire la liste en quelque sorte. Et bien sûr, on peut faire des index très minoritaires. D'habitude, on ne le fait pas, mais on peut faire des index, pourquoi pas, et des index autobiographiques aussi, hein, pourquoi pas. Donc, ça peut aussi être un passage à l'écriture. Donc, Romain Buanda dit que c'est très clair, formidable. Et quelqu'un avait une question avant. Alors, quelle est l'intention? Ou plutôt, l'interpolation est acte de lecteur agissant, mais pour qui écrire, dans quel cadre éditorial technique, alors qui décide, autorise, permet la diffusion de cette réécriture. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, parce que j'avais une question qui allait exactement dans le sens de celle que tu viens de lire. C'était, alors je me permets de la dire pour permettre que tu puisses répondre derrière. Je rebondis sur cette idée d'intention. Et je rebondis sur ton exemple de tout à l'heure, tu vois, de cette fiction de l'interpolation absolue où on aurait une machine qui retranscrirait les pensées parasites ou non parasites d'un lecteur lisant un texte, et donc on aurait comme ça un texte complètement virusé de pensées dans tous sens. Et ça me faisait penser justement à la définition que Cadio donne du poème comme liste, la liste des courses. Et donc il y a bien cette idée comme ça d'une espèce d'efflorescence d'un disparate absolu. Et alors je rebondis sur cette question de l'intention, parce que du coup la question que ça pose évidemment, c'est qu'est-ce qui fait critère là-dedans? Critère de quoi? Critère du texte ou critère de l'écriture plutôt? Critère de l'écriture, c'est qu'on écrit. Ensuite, alors l'intention, moi je vais être... C'est-à-dire que tu abandonnes toute idée de l'art. Pourquoi? Parce que l'art, c'est quand il y a une intention et qu'il y a de la gloire. C'est quoi? C'est quand est-ce qu'il y a art? Non, c'est une écriture. Ah, ben non, bien sûr, parce qu'il y a plein de techniques. Tout à l'heure, c'est vrai, je prenais l'image de ce qui se passe dans le cerveau, mais c'est pour aller vite. D'abord, ce que j'ai écrit, ça s'appelle une poétique de l'interpolation. Donc, évidemment, il y a plein de techniques d'interpolation, plein de manières de faire, et certaines totalement délibérées. C'est pas le hasard. Pas du tout, voilà, hein, c'est vrai que quand on explique rapidement, on pourrait croire que c'est ça. Non, on passe d'une chambre à l'autre. Oui, c'est ça, il y a plusieurs cas possibles. Donc, le hasard peut interpeller, bien sûr. Les gens qui ont des téléphones avec des correcteurs d'orthographe et autres savent que le hasard peut interpeller. Mais bien sûr, on peut aussi faire, et en fait, comme j'ai multiplié les possibilités d'interpolation, tu parlais d'une maison, j'ai imaginé, on fait croire aux gens que j'avais une maison avec 24 chambres, et à chaque chambre correspond une manière d'interpoler. Donc, il y a des milliards de manières, pas des milliards, il y en a 24, mais dans chaque chambre, il y a plusieurs possibilités. Donc, bien sûr, on pourra en prendre un exemple. Voilà, ça c'est la maison qui a été faite par la fille d'un philologue, dessinée par la fille d'un philologue, comme quoi, parfois, ils se reproduisent vers le mieux. Et donc, en fait, bien évidemment, il y a énormément de cas. Imaginons par exemple, allez, on va prendre un cas, un interpolateur qui serait poète, mais plutôt mauvais poète. C'est-à-dire que ça arrive, hein, moi, c'est un peu mon cas comme poète, je m'identifie un peu à lui.
j'ai tendance à, quand j'essaie d'écrire un poème, de faire 2 vers à peu près potables et le reste est nullissime. Mais ces 2 vers potables, quand même, je les aime bien et je ne sais pas quoi en faire. Eh bien, je pourrais notamment, par exemple, me décider que je vais mettre mes 2 vers dans un recueil de Victor Hugo, discrètement, si tant est que ce soit des alexandrins, je fasse attention, hein, parce qu'il y a toujours ce petit jeu quand on interpole entre je ne veux pas me faire prendre, mais je veux quand même un peu entresigner, donc il faut faire attention, et je pourrais mettre mes 2 vers là, par exemple. Dans ce cas-là, vous voyez que le texte me sert à faire quelque chose, et qu'il n'est pas tellement du tout objet d'une sacralité, c'est juste le moyen pour moi de passer à la postérité clandestinement. Après, en termes d'intention, il y a 2 choses à dire. D'abord, l'intention, ça sert surtout à ceux qui veulent faire des lectures cohérentes. Donc, il ne faut pas trop s'affoler sur l'intention. C'est bien l'intention parce qu'on peut dire, voilà, l'auteur a une seule intention et donc moi, je vais lire selon un seul axe. Donc, il ne faut pas s'affoler sur l'intention. Mais ensuite, on peut imaginer, pour prendre un autre exemple, alors un interpolateur beaucoup plus collaborateur. Imaginez, par exemple, c'est un exercice que je fais avec mes étudiants, ils aiment bien Rimbaud, les étudiants d'habitude. Mais je leur dis, ouais, c'est très bien Rimbaud, mais vous êtes d'accord avec moi, c'est pas toujours très compréhensible. Ils disent, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on a fait des exercices où ils essaient d'aider Rimbaud à être un peu plus clair. Donc, ils interpolent quelque chose qui éclaircit Rimbaud, ils appuient un peu sur une image, ils glosent quelque chose. Ils interpolent Verlaine. Et ils mettent du Verlaine dans Rimbaud et tout de suite c'est beaucoup mieux quand même, et c'est plus clair. Et donc, et à partir de là, là, vous voyez, c'est pas du tout qu'ils utilisent le texte, ils sont assez au service du texte. Hein. C'est vraiment d'ailleurs cette manière d'interpoler est assez proche d'un rapport de respect au texte. C'est-à-dire que, mais simplement, au lieu de faire une explication de texte comme le ferait un maître d'école ou un professeur en disant ici Rimbaud veut dire que, je ne sais pas, si on prend en compte la musique savante manque à notre désir, et je pourrais dire dans une explication de texte, car vous savez, au XIXe siècle, car vous savez, il est bien un désir qui est profondément musical. Il y a une musique du désir. Et au lieu de dire ça à mon groupe d'étudiants, je peux très bien le mettre dans le texte. La musique savante manque à notre désir, car il est des désirs qui sont musicaux, car la musique est du désir, etc. Et là, du coup, je vais interpoler un éclaircissement en espérant que j'aide Rimbaud. Évidemment, hein, l'art de l'interpolation est toujours un petit peu aléatoire et risqué, et bien des interpolateurs sont maladroits. C'est un peu comme ça qu'on les a repérés au début, et là, je ne dis pas que ça ne serait pas maladroit. Mais la maladresse, c'est bien, parce que qu'est-ce que la maladresse? C'est un moyen de se faire remarquer sans signer. Donc, c'est un moyen de passer à la postérité pour avoir ce que j'appelle l'entre-gloire. C'est quoi l'entre-gloire? Eh bien, c'est ce à quoi aspire l'interpolateur. Une gloire sans le nom. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette entre-gloire? Et peut-être que c'est ça aussi qui peut nous permettre de penser un peu. Je l'espère, j'en sais rien, hein. Si j'en étais sûre, je ne serais pas là, je serais en train de faire la révolution. Mais c'est ça qui peut me permettre de penser un autre mode de pouvoir, sans mon nom déjà, ne pas laisser mon nom. Qu'est-ce que ça serait? Même moi, j'en suis pas là, hein, parce que je sais ce que vous pouvez me répondre. Ben alors ne signe pas tes livres, et je suis comme les autres, je veux laisser mon nom. Mais je me soigne et je discute beaucoup avec des interpréteurs qui, eux, n'ont pas de nom et pour qui ça va bien. Hein. Toujours laisser son nom dans l'histoire, mais est-ce que c'est son nom qu'on veut laisser? Pourquoi on veut laisser son nom dans l'histoire? On pourrait vouloir laisser autre chose. Et voilà. Donc, voilà 2 exemples. J'espère que ça vous éclaire un petit peu sur ce que peut être l'intention, sachant que à vous d'inventer, hein, parce que l'interpolation étant à la base une hypothèse non vérifiable, on peut inventer ce qu'on veut. Moi, j'en ai inventé 24, mais libre à vous d'en inventer d'autres. J'ai une grande maison, je peux les accueillir, on peut faire des annexes, il n'y a absolument aucun problème. Si personne n'a de questions, j'ai une question à te poser, Sophie.
Alors, j'aime énormément ton idée de postérité clandestine, mais au demeurant, ça, c'est donc ton 8e livre signé. Eh oui. Hein? Donc, non, ça va pas trop. Tu manques à ton idéal. Bah, peut-être que j'ai interpolé des trucs, mais je peux pas le dire. Alors, justement, par rapport quand même à ton travail, enfin, je voudrais te poser une question sur ton travail à toi d'auteur, tu vois, de lectrice écrivaine ou de théoricienne de la littérature. Sur les 8 livres, alors je ne les ai pas tous cités, est-ce que tu pourrais, toi, nous dire quelque chose sur ta question qui se trimballe d'un livre à l'autre et qu'est-ce que tu mets en jeu? Diane, ton micro. Micro. Pardon, ça s'est coupé quand? Mets en jeu. Qu'est-ce que tu mets en jeu? Alors, qu'est-ce que tu mets en jeu depuis le premier livre? Quelle question, tu vois, tu creuses? Et qu'est-ce qu'éventuellement tu as abandonné sur le bas-côté avec certains livres parce que tu aurais répondu à des choses? Enfin, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de toi, ta recherche? Je peux Ton répondre. œuvre non clandestine. Oui, de mon œuvre non clandestine et pas tellement opérale non plus, mais enfin des trucs que j'écris, on va dire. J'essaie de partir du début. Il y a une phrase que j'aime bien, mais qui ne dit qu'un premier moment, c'est en lisant les anciens que j'ai appris à lire au futur. Donc, le premier moment important pour moi, c'est ça, hein, c'est cette espèce de transfert du regard vers le passé en un regard vers le futur, vers ce qui reste à écrire. Donc, il y a d'abord ça. Et il y a aussi, je pense, me tenir sur cette frontière dont je parlais entre la lecture et l'écriture. Donc ça, c'est le cas pour l'instant. Et puis fondamentalement, je vais faire une réponse amusante, enfin amusante pour moi, ça n'amusera peut-être personne, qui est ce que je veux faire, c'est raconter des histoires. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les histoires et les fictions. Et ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre, comme je l'ai fait au début, je travaillais sur comment est-ce qu'on s'échange des récits, comment ça se passe. Et déjà, c'était ça, j'appelais ça le désir de récit. Raconte-moi, qu'est-ce que ça veut dire, raconte-moi. Et puis ensuite, j'ai envie d'ajouter des choses au monde, que ça soit des histoires, que ce soit des interpolateurs, que ce soit de nouvelles versions du texte. Je suis contente parce que maintenant, il y a plus d'histoires de Carmen qu'avant. Mais que cela soit aussi, je sais qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui va être content parce qu'il peut quand même se demander quand est-ce qu'elle va en parler. Ça peut être aussi des concepts qui permettent d'inventer des textes. Avec mon collègue Florian Pénanec, on travaille beaucoup autour de ça. Et là où ce qu'on aime par-dessus tout faire, c'est avoir une notion inédite, une nouvelle catégorie qu'on forge. Pour prendre un exemple simple, on forge un néologisme, par exemple. Là, tout à l'heure, j'y réfléchissais, alors j'ai cherché un préfixe, je me suis dit, tiens, amphi. Et je me suis dit, tiens, donc autour d'eux, je sais pas quoi, et l'amphitextualité. Ah tiens, on l'a jamais fait, ça. Et une fois qu'on a inventé quelque chose, on est content, on a l'amphitextualité, et puis à partir de là, eh bien, on peut inventer des textes qui seraient des amphitextes. Qu'est-ce que ça serait? Alors évidemment, quelqu'un va me dire, c'est des textes qu'on peut lire en amphithéâtre. Oui, merci pour cette suggestion, mais on doit pouvoir faire mieux, etc. Mais c'est ça ce qui fondamentalement m'intéresse, c'est ça qui d'ailleurs me met pas vraiment en phase, je crois, avec ce qu'on assigne à la littérature en ce moment, qui est plutôt qu'elle se doit d'être plaquée à ce qu'on appelle imprudemment la réalité, et en rendre compte, ou s'y engager, ou s'y installer, ou je ne sais quoi. Moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est plutôt d'ajouter des choses qui n'existaient pas, d'inventer des choses. Voilà. Et c'est ce que je sais faire aussi, je crois. Je sais inventer, j'ai des idées. Voilà. Après, elles sont plus ou moins bonnes, parfois elles tombent. Mais c'est ça qui me semble important.
Fort heureusement, il y a des gens qui inventent des choses beaucoup plus intéressantes que moi. Et j'aime beaucoup ce que les gens inventent. C'est-à-dire, c'est aussi ce que je demande à la littérature, c'est encore du nouveau, encore d'autres histoires. Alors, il est déjà, ça fait 1h10 qu'on discute, j'ai pas vu le temps passer pour ma part. J'aurais 2 petites questions à te poser, mais peut-être je me tais si d'autres gens veulent. À quand l'art brut d'assaisonner les textes. Quand on alors comme je sais qu'il pose la question, je vais lui répondre d'une manière qu'il comprendra. Ça viendra quand on interpellera vraiment sur les terrains de rugby. Sur les terrains de rugby. Ah. Il aura, là, ça sera un art brut d'interpeller. Je pense qu'il va être satisfait de la question, mais s'il ne l'est pas, qu'il le dise. Bon, c'était une question-réponse qui était en dessous des radars. Oui, voilà, mais ça arrive. Hein. C'est aussi, voilà, après l'entre-gloire, il y a aussi. Je voulais te poser, alors je finis donc sur 2 petites questions. Je crois que je t'interromps, il y en a une nouvelle. Ah, pardon. En créant des séries d'incertitudes et de doutes dans vos livres, seriez-vous en train d'interpoler votre biographie, Fabreau-Joseph? Peut-être. Je sais pas, oui, je crée un doute par rapport à l'idée qu'il y aurait des certitudes. Est-ce qu'il y a des certitudes? J'en suis pas sûre. Oui, bien sûr, en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que on peut, que le lecteur doit faire son autobiographie. C'est évident. Que le lecteur, il faut inventer des autobiographies de lecteurs. Ça, c'est évident. Et que l'autobiographie de lecteur doit se faire dans la lyre-écriture, enfin, peut se faire dans la lyre-écriture. Avec mes étudiants récemment, nous avons fait, et ils sont très bons à ça, des index autobiographiques. Et ça marche très bien. Donc, indépendamment de ma propre biographie, je pense que c'est la biographie de n'importe quel lecteur. Et puis, il faut aussi ne jamais oublier quelque chose, c'est qu'on n'est pas obligé de lire en fonction de qui on pense être. C'est-à-dire que la lecture, ça permet aussi, moi on m'a appris à lire par exemple, depuis que je fais des études de lettres et même avant, on m'a appris à lire en imaginant que j'étais un homme hétérosexuel. Par exemple, je disais des phrases du genre « Le lecteur est ému par la beauté toute féminine de Guenièvre ». Ok. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas un homme hétérosexuel, c'est une erreur certaine, je ne m'identifie pas à un homme hétérosexuel, en tout cas pas tout le temps, mais ça veut dire que je sais lire en étant quelqu'un d'autre. On dit toujours l'auteur peut être quelqu'un d'autre quand il écrit, mais le lecteur aussi a le droit d'être quelqu'un d'autre. Et à partir de là, on peut s'imaginer comme un lecteur qui est quelqu'un qu'on n'est pas. J'ai longtemps fait un exercice avec mes étudiants qui sont un peu victimes de différentes expériences. Je leur disais, aujourd'hui, on va lire Manon Lescaut en imaginant qu'on est un lecteur gay. Alors, parfois, ils venaient me voir, ils me disaient, mais est-ce qu'il faut être vraiment gay? Non, je disais, c'est pas la peine, juste vous imaginez. Alors, bien sûr, vous allez sortir des stéréotypes, ça, c'est le risque, hein, mais essayez pour voir. Et ça devient génial. Manon Lescaut, lu par un lecteur gay, ça lève un Manon Lescaut qui n'était pas là. Donc, on peut très bien s'imaginer autre qu'on est quand on lit. On n'est pas obligé d'être soi-même. C'est pas du tout obligatoire. Et moi, je n'arrête pas de m'imaginer quelqu'un d'autre quand je lis, évidemment. C'est beaucoup plus... ça change, hein, là aussi. Et donc, je vous recommande cette expérience. De toute façon, vous lirez toujours, je pense, qu'on lit toujours en jouant le rôle qu'on croit qu'on doit jouer. On n'est jamais totalement soi-même quand on lit, du moins quand on lit en public. Enfin, non, voilà. Et donc, pourquoi ne pas imaginer, on peut lire, moi, par exemple, dans mon livre sur l'interpellation, mon chat interpellé. Bon, j'ai un peu imaginé être mon chat, et ça marche très bien, quoi. Donc, mon chat sait lire, hein, évidemment. Donc, c'est quelque chose de... Voilà, oui, mais beaucoup de chats savent lire. C'est assez courant. Je crois qu'il y a une autre question. À moi seul, bien des personnages, bien des lecteurs.
Voilà, c'est ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Yannick, tu avais une question ou quelque chose à dire? Activer. Oui, nous arrivons bientôt à la fin de cette rencontre passionnante. Oui, une question, puisque c'est moi qui faisais cette réflexion sur l'intention, sur voilà, quel cadre. Et quand je pensais cadre technique, c'est au fond que tout le monde devrait s'imaginer une vie de lecteur au moment où il lit un texte et changeant de vie en changeant de texte, pourquoi pas. Mais ensuite, ces interpolations s'adressent à qui? C'était comment est-ce qu'on peut les faire savoir, les faire lire à qui d'autre? Est-ce Oui, que oui. Alors, je me permets de vous renvoyer au remarquable chapitre intitulé dans ce remarquable livre euh, pour qui l'interpolateur face à son public. Je pense que ça devrait. Et je me suis bien sûr posé la question pour oui, qui écrit l'interpolateur? Voilà. Et comment fait-il? Alors, pour prendre un exemple simple, un interpolateur peut écrire pour un chasseur d'interpolateurs. Imaginez que, bon, c'est vraiment, ça c'est élémentaire hein, comme technique, mais enfin, je crois que vous êtes débutant en interpolation, donc je commence par des choses simples. Et donc, vous pouvez, je sais pas, vous trouvez telle critique au sens 1 qui est obsédé, je ne sais pas, par la thématique de la rose, qui a fait 25 livres sur la rose dans la littérature, et vous avez envie d'être lu par lui. Vous allez interpoler quelques roses. Et il y a des grandes chances qu'il cite votre interpolation. Et donc, vous aurez écrit pour lui, parce que vous aurez ajouté une rose, par exemple. Donc, mais toujours pareil, il faut savoir que, bien sûr, il aura reconnu votre texte, mais pas votre nom. C'est tout le problème. Autre possibilité, je raconte dans ce livre l'histoire de Pierre, au cœur de Pierre, et du cœur de Pierre, et pour vous la faire brève, Pierre, en fait, a besoin de dire son amour je ne sais plus comment elle s'appelle, elle change de nom tout le temps, donc ce soir elle s'appelle Laetitia, et, et en fait, au début il lui dessinait des cœurs, mais la vie a fait qu'elle ne les a pas vus, et Pierre, finalement, comme Laetitia lisait beaucoup, est responsable de la plupart des insertions, enfin, de la présence du mot cœur dans la littérature mondiale. C'est Pierre qui l'a fait, parce qu'il se dit au moins Laetitia verra ces cœurs-là, elle les lira, comme elle lit beaucoup. Mais donc voilà, ça peut être ça, le public de l'interpolateur, il y a plein d'autres situations, avec toujours cette incertitude. C'est quelque chose de très particulier. Hein. C'est vraiment bizarre, quoi, l'interpolation, c'est-à-dire on n'a pas l'habitude d'écrire sans être sûr d'être lu. Mais ça fait partie du plaisir de l'interpolation et ça nous défamiliarise avec nos habitudes. Moi, j'aime bien. Et voilà. Après, rien ne vous empêche d'interpoler une adresse. Hein. Si vous voulez vous adresser à quelqu'un, allez-y, interpoler et ça se fait. Ça, ce livre, vous interpolez dans n'importe quel quelqu'un, ce livre s'adresse à, je ne sais pas, qui vous voulez, et ça marche aussi. Mais alors au sens le plus, tu vois, parce que tu disais, voilà, nous, on est des interpolateurs débutants, mais alors, dans ma manière à moi de m'approprier cette idée de l'interpolation, j'ai envie de penser, mais peut-être que tu vas dire que j'ai du mal à sortir de quelque chose qui demeurera comme ça viscéralement majoritaire, mais dans mon esprit, tu vois, le sommet de l'interpolation, c'est finalement le geste de l'écrivain, enfin, tel que je me le raconte, tu vois. Alors, peut-être ça va te faire bondir, mais c'est juste ma manière à moi d'essayer de clore cette rencontre et puis de dire un mot sur ma façon d'entendre. Mais quand je pense à la Terre-Veine de Thomas Eliot, avec la liste, tu vois, à la fin, des notes en bas de page où il dit, avec cette espèce d'honnêteté confondante, à qui il a emprunté tel vers, à qui il a emprunté tel passage, et que finalement le poème apparaît comme une espèce de patchwork qui néanmoins est une écriture nouvelle et déploie son propre texte, enfin, dans une espèce finalement de manière d'abolir l'idée et de l'autonomie et de l'auteur, mais qui est quand même une œuvre en tant que telle. Alors je me dis, bon, alors peut-être que, est-ce que ça serait pas une sorte d'interpolation
réussi Raté, tu veux dire. Je dirais qu'il est en bon chemin. Mais accessoirement, un montage, ce n'est pas une interpolation, parce que ce qui compte dans l'interpolation, c'est de rester l'autre. C'est pareil. Dans ma conception, hein. Après, si tu veux appeler interpolation ce qu'il fait, moi, je suis pour la paix des ménages et que chacun fasse ce qu'il veut. Mais disons que les interpolateurs que j'ai accueillis dans cette maison considéreraient que ce n'est pas une interpolation parce que d'abord il signe et qu'ensuite, alors il fait un truc qu'on pourrait faire, qu'on pourrait peut-être l'accueillir, sinon dans la maison, du moins dans le village pas loin, qui est qu'effectivement il laisse d'autres discours venir, il se désoctorialise un petit peu, etc. Mais il signe. C'est vrai que peut-être qu'il, sans être interpolateur, peut-être qu'il signe une lecture, comme quand on fait un index, on signe une lecture. Alors, Sophie a donné des petits indices tout au long de la rencontre en disant index. Alors, oui. Pour rester dans cette postérité clandestine, je vous renvoie sur le site du Théâtre de Gennevilliers où vous en saurez plus en matière d'index. Je vous renvoie au dernier numéro de Revue Incise, numéro 7, où vous avez un texte de Sophie qui s'appelle Carmen, comment enfermer une femme sur une scène de théâtre, et bien entendu à l'art d'assaisonner les textes. Et je me tais et je passe la parole à Hugo Pradel et à Yannick. Oui, avant, il y a il y a une question en tout cas à laquelle je vais répondre très rapidement. Peut-on envisager des batailles d'interpolatrices? Oui, absolument. C'est même les savants l'ont imaginé avant moi, c'est-à-dire que il y a un interpolateur qui interpole quelque chose, un autre qui rajoute quelque chose qui va dans un autre sens, un autre qui rajoute quelque chose qui va dans un autre sens, etc. Ça s'appelle des interpolations en chaîne, absolument. On peut tout à fait faire des battles d'interpolateurs. C'est quelque chose qu'on fait assez couramment quand nous ne sommes pas occupés par notre librairie avec les interpolateurs. Nous faisons des battles, on aime bien. Les émotions pendant un livre sont des interpolations novlanguées par l'image, intrusion de notre époque. Et oui, les émoticônes, absolument. Aussi, alors, ce qui serait génial, ce serait d'interpoler des émoticônes dans un livre. Le problème est qu'on risque de se faire, faut jamais oublier que c'est un clandestin, c'est aussi une expérience de la clandestinité, et il se pourrait qu'on va avoir besoin dans les temps qui viennent de savoir agir en clandestin, c'est aussi l'intérêt des interpolateurs, de s'y préparer. Et donc les émoticônes, je dirais qu'il faut être quand même un petit peu prudent, on risque de se faire repérer, à moins d'ajouter un émoticône à d'autres émoticônes, auquel cas on est... Mais je vais y réfléchir. Hein. On va en parler ce soir dans la maison avec les interprètes. Eh bien, merci à tous. En tout cas, voilà qui ouvre des perspectives absolument vertigineuses. Comme vous dites, entre l'anonymat et surtout le talent de pouvoir interpeller sans se faire trop remarquer, il y a un équilibre à trouver. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'au fond, avant d'envisager les livres, en plus, il y a ce respect sacré de l'auteur du livre en tant qu'objet, en tant qu'entièreté. Est-ce qu'au fond, la revue n'est pas le lieu pour faire ses armes et s'entrer? Absolument, surtout qu'il y a une fonction qui est quand même très, très privilégiée pour interpoler, c'est celle de secrétaire de rédaction. Dans toute revue, il y a un secrétaire de rédaction et je ne saurais trop les inciter à profiter largement de leur position pour interpoler. Ils ne seraient pas les premiers dans l'histoire, mais enfin, c'est quand même le lieu par excellence d'où interpoler. D'ailleurs, je n'ai pas relu mon article sur Carmen, mais j'imagine que Diane a rajouté plein de choses que vous pourrez repérer. Tout ce qui est bien, par exemple. Eh bien, nous qui ne savions que demander pour Noël. Voilà. On verra si les ventes bondissent. Oui, on va voir si les ventes bondissent. Ça serait un grand scoop, mais... Je fais juste une petite parenthèse à la fin. Bon, on est très heureux de vous avoir entendu. Ce qui est bien, ce genre de discussion, c'est que ça semble sans fin. Je dis juste aux gens qui ont nombreux aujourd'hui qui étaient présents que s'ils veulent être au courant un peu de ce que fait Entrevue dans les prochaines rencontres, ils peuvent nous envoyer un petit mail à info@entrevue.org. On les ajoutera à notre liste de diffusion avec générosité.
Et puis, on est en train d'élaborer le programme de la rentrée avec d'autres revues sympathiques et rigolotes et aussi variées. Mais en tout cas, moi, j'étais particulièrement ravi de vous accueillir, Sophie et Diane. Merci à vous pour votre accueil et vos questions. Merci beaucoup. Au revoir Sophie, au revoir à tous. Alors, lisez bien et à bientôt. Lisez bien, lisez bien. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.